Grâce à une subvention inconditionnelle de notre commanditaire Biogène IDEC, il nous fait plaisir de vous offrir cette vidéoconférence en ligne. Celle-ci portera sur les troubles de l'humeur en sclérose en plaques, principalement sur la dépression, et sera donnée par la Dr Ghislaine Savard, psychiatre à l'Hôpital neurologique de Montréal. Depuis le 26 juin 2009, il n'est plus possible de poser des questions par le biais du forum. Par contre, vous pouvez toujours consulter les questions et réponses qui s'y trouvent. Bon visionnement! Bonjour, mon nom est Julie Ouellette et je vais vous parler des troubles des fonctions cognitives qu'on peut rencontrer dans la sclérose en plaques et des moyens qui existent pour mieux vivre avec ces problèmes-là. D'abord, si on définit les fonctions cognitives, ce sont les habiletés mentales qui nous aident à comprendre le monde dans lequel on vit, comme par exemple se concentrer, mémoriser, réfléchir, raisonner. Ce sont des fonctions qui dépendent de la bonne santé de notre cerveau et qu'on appelle les fonctions cognitives. On en sait maintenant beaucoup plus qu'on en savait il y a 10 ou 15 ans sur les troubles cognitifs dans la sclérose en plaques. On va regarder ensemble, si vous voulez bien, quelques faits qui sont très bien connus par les scientifiques qui s'intéressent à cette question-là. Les troubles cognitifs, ça va toucher environ la moitié des personnes qui sont atteintes de la maladie. Et en plus, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, les troubles cognitifs vont parfois apparaître assez tôt dans la maladie, en début d'évolution, parfois même dans les 2 premières années après le diagnostic. Et ça va demeurer léger. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que chez les gens qui vont développer des troubles cognitifs, les troubles vont demeurer donc légers. Qu'est-ce que ça veut dire des troubles cognitifs légers? Ça veut dire que si, par exemple, vous avez des troubles de mémoire et qu'on vous compare à la moyenne des gens de votre âge, eh bien, sur la mémoire, vous allez avoir un rendement qui est légèrement en dessous de cette moyenne-là. Maintenant, légèrement déficient au plan cognitif ne veut pas dire légèrement dérangeant. Quand on a beaucoup de responsabilités auxquelles on doit faire face, quand on travaille, que ce soit à l'extérieur ou à la maison, et qu'on doit vraiment emmener large, avoir des troubles cognitifs même légers, ça peut vraiment être contrariant. Ça peut vous donner l'impression que ça vous freine dans votre efficacité puis dans votre capacité à en faire autant qu'avant. Si des troubles cognitifs surviennent chez une personne, on ne peut pas savoir à quelle vitesse ça va évoluer. C'est un peu comme les symptômes physiques, en fait. C'est très différent d'une personne à l'autre. Ça varie. Il y a des gens chez qui ça progresse très peu à partir du moment où ça apparaît. Les troubles cognitifs restent relativement stables tout au long de leur vie. Et il y a d'autres personnes chez qui ça va évoluer plus rapidement. On sait aussi que d'un point de vue neurophysiologique, la présence de troubles cognitifs dans la sclérose en plaques est associée à un rétrécissement du poids du cerveau. Et plus les troubles cognitifs sont importants, sont sévères, plus ce rétrécissement-là va être marqué. Ce phénomène de rétrécissement, dont il n'est pas très agréable d'entendre parler, je vous le concède, se produit normalement, il faut le savoir, avec le vieillissement. Mais il semble qu'il y a tendance à s'accélérer en présence de la sclérose en plaques et de troubles cognitifs, surtout quand ils sont sévères. Est-ce qu'il y a un lien entre la sévérité des troubles cognitifs d'une part et des troubles physiques d'autre part? La réponse, c'est non. En fait, quelqu'un peut avoir des troubles cognitifs très légers ou même inexistants et avoir des handicaps physiques qui sont très importants. Et le contraire est aussi vrai. Et cette dissociation-là tient au fait que les lésions qui occasionnent des troubles cognitifs sont situées dans le cerveau, tandis que les lésions qui vont le plus souvent occasionner des troubles physiques, comme moteurs ou sensoriels, sont situées dans la moelle épinière. Alors, le site de lésion n'est pas au même endroit et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de lien nécessairement entre les deux types de déficits.
Si on a des troubles cognitifs avec la sclérose en plaques, Dieu merci, ce n'est pas l'ensemble de nos fonctions cognitives qui vont être touchées. Les plaintes dont on entend le plus souvent parler de la part des personnes qui sont atteintes, ce sont des troubles de concentration, de mémoire, de vitesse du traitement de l'information, la rapidité à laquelle on pense, autrement dit, et des troubles des fonctions exécutives. Et ça, c'est un terme qui est moins connu, mais je vais vous en reparler dans quelques instants. D'autre part, il y a plusieurs des fonctions qui sont associées à l'intelligence qui sont généralement bien épargnées par la sclérose en plaques, même en présence de troubles cognitifs. Et ça, c'est le jugement, la capacité à utiliser son gros bon sens. C'est la pensée abstraite également, qui est l'habileté à réfléchir aux choses d'une façon profonde, à comprendre en profondeur. Le langage, donc la compréhension puis l'expression du langage, et aussi la richesse du vocabulaire et des connaissances générales qu'on a acquises tout au long de notre vie. Si on prend une à une les difficultés qui sont les plus fréquentes dans la sclérose en plaques, d'un point de vue cognitif, alors il y a la mémoire. C'est de loin la plainte qu'on entend le plus souvent et c'est ce qui a été étudié aussi le plus intensivement par les chercheurs dans le domaine. Les gens qui ont des troubles de mémoire dans la sclérose en plaques vont par exemple trouver qu'ils oublient des petites choses récentes qui leur sont arrivées, comme par exemple des bouts de conversation ou l'histoire d'un film qu'ils ont vu la semaine passée. On sait que dans la majorité des cas, ces troubles de mémoire-là, ce n'est pas de l'oubli en tant que tel, mais c'est vraiment une difficulté à récupérer l'information. Parce que la preuve, c'est que quand on vous donne des indices, si vous avez des troubles de mémoire, en général, tout revient à partir d'un indice. Alors, c'est vraiment, les souvenirs ne sont pas effacés en mémoire. Ils sont bel et bien dans le cerveau, mais c'est comme de retrouver le chemin pour accéder à ce souvenir-là qui, lui, des fois, n'est pas trop clair. Alors, c'est important de faire la différence. Si aussi vous avez tendance ou si vous avez remarqué que vous oubliez vos engagements futurs, s'il n'y a pas quelqu'un ou un agenda qui est là pour vous les rappeler, comme par exemple oublier ses rendez-vous, alors ça aussi c'est un trouble de mémoire assez fréquent dans la sclérose en plaques et c'est ce qu'on appelle un trouble de la mémoire prospective. Bonne nouvelle, côté mémoire, la mémoire est une fonction quand même qui est assez compliquée, puis il y a plusieurs types de mémoire dans le cerveau. Et il y en a plusieurs qui fonctionnent très bien, même en présence de troubles cognitifs. Par exemple, la mémoire à court terme, donc être capable de se rappeler d'une information qu'on nous donne pendant quelques instants, le temps qu'on trouve un papier puis un crayon pour en prendre note, comme un numéro de téléphone par exemple. Alors cette mémoire-là à court terme, elle fonctionne en général aussi bien chez les gens atteints que chez les personnes qui n'ont pas de maladie. Même chose pour les capacités d'apprentissage. En général, les gens qui ont même des troubles de mémoire dans la sclérose en plaques vont être capables d'apprendre pas mal aussi bien que des personnes qui sont dénuées de maladie. Ce qui arrive peut-être, c'est que ça peut prendre plus de temps, plus de pratique, mais les apprentissages sont tout à fait possibles. Et aussi la mémoire du passé lointain, votre histoire, l'école où vous avez étudié quand vous étiez jeune, le nom de vos amis d'enfance, ce n'est pas des choses qui sont typiquement oubliées, ça, même en présence de troubles de mémoire dans la sclérose en plaques. Les troubles de concentration maintenant. Alors, si vous avez l'impression d'avoir l'esprit qui décroche, du mal à rester concentré pendant de longues périodes, ou avoir l'impression que vous devenez rapidement fatigué quand vous vous creusez les méninges, eh bien, ce sont des troubles de concentration qu'on rencontre assez fréquemment dans la sclérose en plaques, presque aussi souvent que les troubles de mémoire. Vous avez peut-être remarqué aussi que vous arrivez moins bien à faire plusieurs choses en même temps. Vous étiez très performant avant et là, maintenant, c'est plus difficile. Et c'est ce qu'on appelle des troubles d'attention partagée. Côté langage, je vous mentionnais plus tôt qu'en général, ça va bien dans la sclérose en plaques, mais il y a quand même un petit quelque chose dont les gens se plaignent assez souvent et c'est d'avoir un mot sur le bout de la langue. Alors ça, c'est choquant.
Ça arrive en général à tout le monde, particulièrement quand on est fatigué, mais il semblerait que ça arrive plus souvent dans la sclérose en plaques. Tout à l'heure, j'ai touché un peu aux fonctions exécutives en vous disant qu'on y reviendrait. Alors, qu'est-ce que c'est ça, les fonctions cognitives? C'est des habiletés mentales qui sont très importantes au quotidien. Ce sont des fonctions qui nous permettent d'exécuter des activités qui sont plus complexes, qui demandent plus de réflexion. Et ces fonctions-là sont, par exemple, la planification, la capacité de s'organiser quand il y a plusieurs choses à faire puis que c'est compliqué, l'aptitude à élaborer une stratégie pour atteindre notre objectif, le fait de rechercher des solutions si jamais il y a un problème qui survient. Les gens qui ont des troubles exécutifs vont remarquer, par exemple, qu'ils se sentent plus perdus quand il y a beaucoup de choses à faire, qu'ils ne savent pas par où commencer, vont peut-être trouver aussi qu'ils ont de la difficulté à faire preuve de souplesse d'esprit ou à être moins efficaces pour générer des solutions quand un problème survient. Enfin, quand on parle de troubles au niveau du traitement de l'information, c'est votre capacité à réfléchir aussi vite qu'avant. C'est la vitesse du cerveau pour réfléchir, en fait. Alors, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes peut-être moins rapide qu'avant pour faire certaines opérations qui étaient très faciles avant? Est-ce que vous avez le sentiment que vous réfléchissez aussi bien qu'avant, mais que ça vous prend plus de temps? Alors, c'est peut-être la rapidité du traitement de l'information qui est en cause à ce moment-là, et c'est assez souvent atteint dans la sclérose en plaques. Peut-être un peu moins que la mémoire puis la concentration, mais quand même. Vous savez, il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent au sujet des troubles cognitifs dans la sclérose en plaques. Et si vous voulez, on va regarder ensemble puis on va déboulonner quelques mythes que moi, en tout cas, j'ai souvent entendus et peut-être vous aussi. D'abord, la sclérose en plaques n'est pas la maladie d'Alzheimer. Il y a très peu de ressemblances, en fait, entre ce qu'on observe dans la sclérose en plaques d'un point de vue cognitif et ce qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer du même point de vue. D'abord, les troubles de mémoire sont beaucoup moins sévères en général dans la sclérose en plaques. On n'oublie pas son passé dans la sclérose en plaques en général. On continue toute notre vie durant de reconnaître les gens qu'on aime, qui nous sont proches. Aussi, dans la sclérose en plaques, comme je mentionnais plus tôt, c'est certaines fonctions cognitives qui sont touchées, mais pas nécessairement l'ensemble. Alors que dans la maladie d'Alzheimer, ça va être en général toutes les fonctions qui vont éventuellement s'abaisser et faire en sorte que la personne ne fonctionne vraiment plus bien de façon autonome. Et aussi, peut-être une dernière information parmi d'autres que je nommerai pas nécessairement, mais qui est importante, c'est que dans la sclérose en plaques, la présence de troubles cognitifs n'empêche pas l'utilisation de moyens pour compenser, pour faire en sorte qu'on développe des trucs qui nous permettent de mieux vivre avec ces troubles cognitifs-là. Tandis que dans la maladie d'Alzheimer, étant donné que tout est passablement atteint à un moment donné, c'est beaucoup plus difficile pour ces gens-là d'utiliser des trucs et de compenser pour leur déficit cognitif. Donc, ce sont deux maladies qui ne se ressemblent pas d'un point de vue cognitif. Le mythe numéro 2 maintenant. Ce n'est pas une question de paresse intellectuelle si vous vous trouvez moins bon d'un point de vue cognitif. Alors, ce n'est pas parce que vous avez arrêté de travailler, ce n'est pas parce que vous avez réduit vos activités que ça va moins bien au plan de vos capacités intellectuelles. Tel qu'on l'a mentionné plus tôt, c'est vraiment l'activité de la maladie dans votre cerveau qui fait en sorte qu'il y a des neurones qui se touchent moins bien, il y a des courants qui passent moins rapidement, il y a des petits courts-circuits qui arrivent. Et c'est vraiment cette activité-là, c'est neurologique. Et c'est ça qui fait que vous avez des troubles cognitifs. Et ça, c'est important de le dire. Alors non, ce n'est pas une question de mauvaise volonté, ce n'est pas une question de manque d'effort ni de paresse.
Le mythe numéro 3, c'est qu'on n'est pas plus fou parce qu'on a des troubles cognitifs. Alors, autrement dit, avoir des troubles cognitifs, ce n'est pas une maladie mentale. C'est vraiment deux phénomènes différents. On peut avoir des troubles cognitifs, même sévères, et être en très bonne santé mentale, avoir un bon équilibre émotionnel. C'est important peut-être quand même de mentionner que la présence de certains troubles affectifs ou émotionnels, comme la dépression ou l'anxiété, peut contribuer à augmenter la présence de troubles cognitifs. Et ça, je vais en reparler dans quelques instants. Le dernier mythe dont je veux vous parler, c'est celui qui veut qu'il n'y a rien à faire pour augmenter son efficacité cognitive, pour augmenter son rendement mental. Eh bien, moi, personnellement, je suis absolument convaincue que c'est faux. Avec de l'information, avec des connaissances, on peut certainement arriver à développer des trucs puis des stratégies qui nous permettent de mieux fonctionner malgré la présence de troubles cognitifs. Et c'est justement de ça dont je vais vous parler dans les prochains instants. Parce que avoir des troubles cognitifs, c'est pas un cadeau. Ça nous complique la vie, très certainement, et ça peut aussi compliquer la vie des gens qui nous entourent. Et souvent, ça fait sentir les personnes qui en sont atteintes diminuées, moins bons, moins efficaces qu'avant. Et de ça, il peut y avoir beaucoup de frustration, puis même de déprime. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Bien, d'abord, je pense que c'est important de se regarder bien en face, d'admettre la vérité, d'admettre les faits et essayer vraiment de mieux comprendre ce qui nous arrive pour arriver à mieux compenser éventuellement. Donc, prendre conscience pour arriver à faire des changements. C'est indispensable. Un professionnel de la santé peut vous aider à mieux comprendre votre rendement cognitif, à faire une évaluation de vos capacités, mais bien souvent, juste plusieurs ou une conversation avec un proche qui vous aime, qui vous connaît, puis qui vous regarde aller depuis longtemps, peut beaucoup vous aider à vous poser des questions importantes, comme par exemple, c'est quoi mes forces cognitives? C'est quoi mes limites? C'est quoi les situations qui me posent le plus de défis? C'est quoi les changements qui sont survenus dans ma façon de fonctionner d'un point de vue cognitif depuis le début de la maladie? Une grave erreur, je pense, consiste à abrier la réalité puis à faire comme si de rien n'était. Je trouve que c'est de se mettre beaucoup de pression sur le dos que de se dire, surtout dans un cadre de travail, je vous dirais, que de se dire moi, je vais fonctionner exactement comme avant, alors que les capacités ne sont pas exactement comme avant. C'est très énergivore de se mettre cette pression-là et éventuellement, ça peut mener à de l'épuisement. Prendre en compte le problème puis voir les choses en face, c'est une première étape, mais moi, je crois beaucoup aussi au fait de regarder les exceptions, regarder les bons côtés qui restent encore. Et les exceptions, je les définis en fait par des situations, des gestes qu'on pose et qui font une différence dans notre rendement cognitif, mais qu'on pose peut-être des fois sans s'en rendre compte. Donc, l'idée, c'est de prendre conscience des faits et gestes qui font partie de notre quotidien, à l'occasion, une fois de temps en temps, et qui contribuent à augmenter notre efficacité cognitive. Je vous donne un exemple. Si vous en prenez bien conscience, si vous prenez la peine de réfléchir, peut-être que vous allez remarquer que les matins où vous avez plus le temps et que vous faites un peu d'exercice léger, c'est les jours où vous arrivez le mieux à fonctionner cognitivement jusqu'à la fin de l'après-midi. Ou un autre exemple, peut-être que vous pourrez remarquer que les fois où vous aviez une réunion au travail et que vous avez bien pris le temps, contrairement à d'autres occasions, bien pris le temps de prendre en note tous les points dont vous vouliez parler pendant la réunion, c'est les réunions où vous avez réussi à être le plus efficace, le plus éloquent, parce que vos idées étaient claires. Alors, ça, c'est vraiment juste des exemples, mais il s'agit de voir quelles sont vos exceptions à vous qui font que certaines fois, plus que d'autres, vous êtes meilleur cognitivement. Et ça, vos proches aussi peuvent vous aider à ce niveau-là.
Il y a aussi certaines habitudes qui embrouillent le cerveau, qui sont néfastes pour votre cerveau. Et on va les passer en revue rapidement, mais juste pour le dire parce que ça peut être important. Le manque de sommeil. L'insomnie, on sait que c'est quand même pas rare dans la sclérose en plaques pour toutes sortes de raisons. Alors, le fait de mal dormir la nuit, c'est évident que ça ne nous aide pas à réfléchir plus clair durant le jour, surtout quand les problèmes d'insomnie sont chroniques et qui surviennent donc souvent sur de longues périodes. Alors, c'est important de s'occuper de ça. La consommation abusive d'alcool régulièrement, c'est aussi une habitude qui engendre des difficultés pour notre cerveau à bien fonctionner. Et on sait aussi très bien maintenant que la consommation de certaines drogues, même celles qu'on appelle les drogues douces, comme le pot, perturbe vraiment nos capacités cognitives, notamment la concentration et la mémoire. La fatigue et le stress sont néfastes. C'est des ennemis pour notre cerveau. Et la dépression aussi, je vous dirais. Il est important, il est essentiel en fait pour apprendre des choses, pour retenir ce qui se passe dans notre environnement, d'être d'abord et avant tout bien concentré. Et ça peut paraître surprenant, mais l'exercice est très bon pour vos fonctions cognitives. Et ça, les études tendent à le démontrer vraiment de plus en plus. C'est bon particulièrement pour la concentration et pour la mémoire. Non seulement l'exercice vous aide à vous calmer, à mieux dormir, mais en plus, ça envoie beaucoup de sang au cerveau et ça permet donc au cerveau d'avoir le maximum de nutriments puis d'oxygène dont il a besoin pour fonctionner à son meilleur. Alors, faire de l'exercice, vraiment essayer de trouver ce qui vous plaît puis ce que vous arrivez à faire régulièrement, le plus possible dans le plaisir, c'est bon pour le cerveau. Ensuite de ça, pour ce qui concerne le stress puis l'anxiété, si vous ou vos proches trouvez que vous êtes une personne qui est peut-être un petit peu trop inquiète, un petit peu trop anxieuse au quotidien, il y a plusieurs moyens qui sont à votre portée pour essayer de diminuer puis de mieux gérer ça. Ça peut être évidemment consulter, puis entamer une psychothérapie, mais ça peut être simplement intégrer dans votre quotidien des activités qui vous font du bien, qui vous permettent de respirer, de relaxer puis de décrocher de vos inquiétudes. Alors, partez de ce que vous êtes, partez de vos intérêts, puis essayez de faire plus d'activités plaisantes qui vont vous aider à relaxer au quotidien. Parce que l'anxiété et le stress, il ne faut pas voir ça comme des maux qui sont incurables et pour lesquels on ne peut rien faire, parce que c'est totalement faux. Deux petits trucs maintenant pour faciliter votre concentration. C'est très simple, mais c'est très utile. Premièrement, quand vous travaillez, et particulièrement si vous êtes atteint de sclérose en plaques, prenez des pauses. Il est essentiel de prendre des pauses quand on fait un travail mental. Le plus tôt la pause, le plus vous allez être productif par la suite. N'attendez pas d'être complètement crevé avant de prendre votre pause parce que ça pourrait vous en coûter votre travail. Peut-être que pour le reste de la journée, vous n'arriverez pas à rien faire si vous êtes allé trop loin dans vos capacités. Prenez des pauses rapidement, courte, mais vous allez voir qu'avant longtemps, au bout de quelques minutes, vous êtes prêt déjà à retourner dans votre activité avec l'esprit frais. Et second truc, réduisez les distracteurs, débarrassez-vous du bruit dans votre environnement quand vous êtes en train de vous concentrer sur une tâche. Beaucoup de personnes aiment travailler avec la télé ou la radio allumée en se disant « Ah, ça ne me dérange pas, je suis habituée, je ne l'entends pas ». Mais il faut savoir que votre cerveau est quand même sollicité par ces sources de distraction-là et c'est de l'énergie qui vous est volée par rapport à la tâche que vous avez besoin de faire à ce moment-là. Alors, réduisez les distracteurs le plus possible dans votre environnement. Ça va être plus reposant puis ça va vraiment vous aider à vous concentrer. Maintenant, si on parle brièvement de la médication qui pourrait exister pour les troubles cognitifs. Eh bien, il n'y a pas encore de traitement spécifique sur le marché.
pour prévenir ou pour réduire les troubles cognitifs dans la sclérose en plaques, mais il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Par contre, il y a aussi des études qui nous indiquent que les médicaments qui sont déjà prescrits aux patients et qui visent à réduire la fréquence puis l'intensité des poussées seraient aussi efficaces pour ralentir le processus de rétrécissement dont je vous parlais plus tôt. Alors, en d'autres mots, la médication, c'est un sujet, dans le fond, dont il vaut la peine de parler avec votre neurologue. Posez des questions, puis voyez les avantages puis les inconvénients par rapport à votre situation et à votre santé à vous. Enfin, les chercheurs qui s'intéressent à la santé puis à la vitalité du cerveau en général nous apprennent de plus en plus, et ça, c'est des données qui sont vraiment plus récentes. Ces chercheurs-là nous enseignent que le fait d'apprendre de nouvelles activités, c'est très bon pour la santé du cerveau. Alors, apprenez des nouvelles recettes, des nouveaux jeux de société, une nouvelle danse, une langue, n'importe quelle activité. Partez de vous-même, de ce que vous êtes, de ce que vous aimez, du moment que vous mettez votre cerveau au défi et que vous le faites dans le plaisir et que vous repoussez un petit peu vos limites. Voyez ça vraiment comme une façon naturelle d'augmenter la vitalité de votre cerveau puis d'en maintenir la santé le mieux possible. Assistez à des conférences, parlez-en avec les gens autour de vous par la suite. N'importe quoi qui vous ferait plaisir, mais qui vous met au défi. Voilà, j'espère que la présentation aura réussi à vous informer et à vous inspirer. Et sur ce, je vous souhaite une excellente santé physique, psychologique et cognitive.